Merci pour cet exposé. J'avais deux questions. La première, concernant votre remarque sur la baisse des subventions renouvelables lorsque la parité réseau serait atteinte, vu qu'elle ne sera jamais atteinte parce qu'il n'y a pas de renouvelable qui peut être produit à 40 ou 50 gigawattheures, on n'arrêtera jamais les subventions si on reste sur cette position. Et ma deuxième question, c'est sur la surcapacité. Il y a une contradiction entre ce que vous avez dit et l'exposé précédent. On est en surcapacité ou pas? Ah, globalement, on est en surcapacité en Europe. Oui, non, mais pas au pas horaire ni au pas... Non, attendez. On est en surcapacité en moyenne en Europe, c'est-à-dire le chiffre le montre. On a... On peut pas raisonner en moyenne. Non, mais attendez. En moyenne, on est en surcapacité, sauf les chiffres des prix d'électricité le montrent. Sauf qu'on peut, à certaines heures, avoir des problèmes de pointe. C'est-à-dire que la surcapacité moyenne n'exclut pas le fait qu'à certaines heures, on puisse avoir un problème. Quand on dit surcapacité, c'est-à-dire, si vous voulez, il faut passer la pointe. Mais quand vous avez un problème de pointe, soit vous prévoyez en effet des centrales uniquement pour passer la pointe, soit vous prévoyez de l'effacement. Il y a longtemps qu'on sait faire de l'effacement. Donc aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'en moyenne en Europe, beaucoup d'investissements ne sont pas appelés. La meilleure preuve, c'est que des opérateurs comme Engie ont provisionné des pertes pour arrêter des centrales neuves, des centrales à gaz. Engie a provisionné 10 milliards d'euros pour mettre sous cocon ou arrêter des centrales à cycle combiné à gaz. Monsieur Mestrallet dit ça m'a coûté 10 milliards. Le problème, c'est le glissement sémantique. C'est-à-dire que lorsqu'on passe du point de vue de l'ingénieur, il faut assurer la ressource électrique à chaque instant, au point de vue économiste qui est je raisonne en moyenne par rapport à des budgets, il y a déjà un glissement sémantique. Et quand on passe au niveau politique, un glissement supplémentaire qui est on est en surcapacité, donc on peut arrêter Fessenheim. Donc ce qui me gêne beaucoup, c'est que involontairement, vous laissiez aller à ce glissement sémantique en laissant croire que puisqu'on est en surcapacité en moyenne, on est en surcapacité alors que c'est l'inverse. On est en situation tendue, en flux tendu au niveau approvisionnement électrique, et on attendra que le gestionnaire de réseau crie au bout en disant « Ah, attention, il y a un risque de blackout cet hiver » pour changer d'avis. Et c'est ça le problème. La surcapacité, le fait de dire on est en surcapacité, donc il faut fermer Fessenheim, c'est un raisonnement que j'ai jamais donné, et c'est un raisonnement qui ne tient pas la route, parce que si on est en surcapacité moyenne, c'est pas Fessenheim qu'il faut fermer, c'est d'autres centrales. Sur l'autre question, la parité réseau, les Allemands considèrent que pour certaines installations, ils sont proches de la parité réseau. Alors on peut discuter la façon dont ils comptent. Mais en Allemagne, à l'heure actuelle, si vous tenez compte... Non, mais attendez, dans certaines situations, notamment alors, en Allemagne, dans certaines situations, vous n'êtes pas loin de la parité réseau au prix actuel du réseau. Alors on peut discuter ensuite de la façon dont se fixe le tarif, mais ça c'est une autre question. Si vous prenez la Californie, vous êtes à la parité réseau à certains moments, mais la Californie est un cas particulier, si vous voulez, parce que la Californie, vous avez énormément de photovoltaïque et un ensoleillement permanent avec des besoins qui sont des besoins notamment de climatisation, mais c'est une exception. Oui, je voulais donner juste trois petites précisions qui complètent à mon avis votre discours qui est bien. Et le premier, c'est que la CSPE, vous avez chiffré à 4,7 milliards d'euros. En échange avec Jean Fischer, il me permet de préciser que selon la CRE, qui a fait sa délibération en juillet dernier, pour 2017, la part ENR de la CSPE sera de 7,4 milliards d'euros. 7,4 milliards d'euros pour la seule année. Deuxième point, on échange avec Jean-Paul sur la CSPE et les précaires. Les précaires, on dit que les précaires bénéficient de la CSPE très peu, sauf qu'ils payent la CSPE intégralement comme les non-précaires. Et pour eux, la douloureuse est bien plus importante. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, une précision, je dirais, d'ancien hydraulicien d'EDF, il faut préciser aussi que la petite hydraulique bénéficie de tarifs d'achat en France, mais pas la grosse hydraulique. Et quand le ministre parle de l'environnement, parle de la contribution hydraulique, la grande hydraulique est vertueuse, bien sûr. Oui, sur la CSPE, je suis d'accord, hein, ce qu'on appelle le tarif social, c'est 2 à 3% de la CSPE, donc c'est très peu. Alors dans l'étude qu'on a menée, je n'ai pas donné les chiffres parce qu'il faut aller à l'essentiel,
nous on a mesuré quel était le surcoût des renouvelables. Donc si vous voulez, je vous dis, on est aujourd'hui à 4,7 milliards. Nous, sur l'année 2015, vous avez parlé de 2017, sur l'année 2015, on a de mémoire, je n'ai pas mis les chiffres ici, on est à un peu plus de 7 milliards. C'est-à-dire qu'en fait, ça, je ne dis pas que ça double, mais ça augmente énormément le coût des renouvelables. Parce que qu'est-ce qu'on a compté comme surcoût des renouvelables? Aujourd'hui, on ne compte comme surcoût des renouvelables que la différence entre le prix garanti et donc le feed-in tarif et le prix du marché. Mais nous, on a dit, les électriciens comme EDF, par exemple, comme la rémunération du fait des renouvelables, des centrales nucléaires et des centrales thermiques a baissé, il y a un manque à gagner. Donc on a calculé le manque à gagner. Et donc ce manque à gagner, il est de mémoire pas loin de 3 milliards par an. Si on y ajoute le fait que si on ne faisait pas des renouvelables l'été, on aurait fait du classique vendu à un prix plus élevé, parce que les renouvelables sur le marché, elles gagnent 1 milliard sur 2015, c'est 1 milliard 20 millions, si vous voulez, 1 milliard. Bon. Donc en fait, on s'aperçoit que le coût global des renouvelables, c'est ça l'objet de l'article, c'est que le coût complet des renouvelables, c'est pas 4,5, 4,7. Si vous enlevez ce que vous vendez sur le marché 1 milliard, vous êtes à 3,9. Nous, on dit c'est plus proche de 6 à 7 que de 4 à 5. Oui, je voudrais poser moi-même une question. Vous avez cité dans les causes de l'effondrement des prix de gros, la surcapacité et l'injection de quantités importantes à prix garanti de renouvelables. Compte tenu du fait que la centrale, je dirais, marginale en Europe, elle est plutôt une centrale à charbon en ce moment, il y a aussi un autre effet qui joue beaucoup sur les prix de gros, c'est la baisse du prix des combustibles. Alors, je pense qu'il ne faut pas oublier de le dire, ça aussi, parce que il y a un espoir. Si l'exploitation des gaz de schiste aux États-Unis se dégrade et si on revient à des prix des combustibles, notamment du pétrole, un peu plus élevés, les prix de gros devraient quand même remonter. Absolument, non, il ne faut pas sous-estimer cet élément. Vous avez le prix du pétrole qui est bas, donc le prix du gaz qui est bas, et vous avez le prix du charbon qui est très bas. Ceci étant, le premier signal concernant le gaz, c'est qu'en effet, le gaz de schiste américain qui était tombé à $2 par million de BTU est en train de remonter un peu parce qu'il y a des problèmes. Mais il y a une conjonction de facteurs, si vous voulez. Hein. Il y a une conjonction de facteurs. Sur capacité, on a trop investi, mais il y a les renouvelables, il y a le coût des combustibles qui est très bas, et la demande qui n'est pas au rendez-vous. Bon, Monsieur Percebois, vous les économistes, vous avez un rôle important à jouer auprès des pouvoirs publics. Dans une comparaison qui pourrait être faite entre le milliard d'euros dépensés en dépenses annuelles pour soutenir les renouvelables ou pour donner de l'argent à des rentiers, parce que c'est quand même un effet de rente, et le milliard d'euros investi annuellement pour faire de l'isolation thermique qui va faire une économie d'énergie pendant 50 ans. Je crois qu'en termes d'efficacité, le même milliard n'a pas du tout le même effet. Et ça, moi j'ai regardé dans la programmation pluriannuelle de 2017-2023, nulle part c'est abordé. On fait tout, parce qu'on ne se pose pas la question de l'argent qu'on a dans la poche. Alors comme on aura tout dépensé, comme on aura tout gaspillé dans les ENR, on ne fera pas de rénovation thermique, c'est clair. Je crois qu'il faut absolument qu'on tape sur le clou en disant mettez 1 milliard dans de la rénovation, là où vous faites une économie sur 50 ans, et si vous faites une dépense annuelle d'1 milliard plus 1 milliard l'année prochaine, plus 1 milliard, vous ne faites rien du tout. Parce que là, actuellement, on est à 7 milliards de surcoût d'énergie renouvelable pour 35 TWh. Enfin, c'est inimaginable. Moi, je suis d'accord, mais politiquement, d'accord. Une dernière question, on a déjà dépassé l'heure. Merci. Vous avez parlé des coûts complets des énergies renouvelables, mais pour aujourd'hui, vous dites qu'il faut travailler sur le long terme. Pour aujourd'hui, c'est vrai, parce qu'elles sont soutenues suffisamment par le réseau existant, par la base flexible, charbon en Allemagne, nucléaire en France, plus hydraulique en France. Mais si on regarde justement pour une vision à long terme,
Quand on parlera des coûts complets, il faut inclure le stockage et la perturbation du réseau. Ma question, c'est est-ce qu'on est capable techniquement d'évaluer aux horizons qu'on prend habituellement, 2030-2050, la hauteur de ces coûts? Et je ne pense pas qu'on soit capable de le faire, ce qui veut dire qu'on marche à Colin-Maillard quand même, pour l'avenir. Si on veut regarder la valorisation, une énergie toxique, c'est-à-dire celle qui arrive au moment où elle oblige à faire sauter les réseaux européens, mettre par les Tchèques des déphaseurs, etc., elle n'a pas beaucoup de valeur théoriquement, si on raisonne bien. Et pour la transformer en énergie utile, il faut la dispatcher au bon endroit, au bon moment. Et là, il faut faire du time shift, il faut faire du vent. Voilà. Donc ça, est-ce qu'on sait en évaluer le coût dans le long terme? Parce que ça donnerait des orientations. Non, c'est probablement très difficile. J'ajoute que ça ne peut être fait qu'à la maille européenne. Parce que là, vous êtes sur un réseau interconnecté. On voit que en France, on est obligé de laisser passer du solaire allemand à certains moments. On arrête, y compris. Moi, j'ai une controverse avec EDF là, récente, puisqu'on était en séminaire là-dessus. Moi, je leur dis, mais le nucléaire français perd parce qu'il vend moins cher l'électricité. Mais je dis, à certains moments, on arrête, on réduit l'appel des nucléaires. Alors, EDF me répond, enfin, les gens d'EDF qui m'ont répondu me disent, mais non, parce qu'en fait, je trouve une bonne corrélation entre l'appel des centrales nucléaires et puis l'injection, par exemple, du solaire. Je dis, ah oui, mais au moment où il y a beaucoup d'injections de solaire, la demande est faible, et c'est à ce moment-là qu'on en profite pour arrêter les centrales. C'est des arrêts de tranche, donc ne comptabilisez pas les arrêts de tranche, mais en fait, on a regardé de plus près avec Stanislas, à certains moments, on réduit l'appel du nucléaire pour laisser passer du solaire, ce qui est quand même absurde. Et notamment le dimanche. Bien, je vous remercie, on est obligé de nous interrompre. Je vais vous